Conversation Parents Live. Parents Live, c'est parti d'un postulat de départ commun à beaucoup de jeunes parents. Fake news, publicité mensongère, bordel, mais on nous a vendu du rêve. Non, la parentalité, c'est pas que du bonheur. De là, très vite, est venue l'envie de pouvoir partager avec d'autres parents, de leur donner la parole pour qu'ils puissent témoigner et puis valoriser leur expérience via la vidéo, le podcast et la photo. Parents Live, c'est porté par l'association grenobloise La Petite Poussée et on anime des ateliers participatifs, un direct radio tous les deuxièmes mercredis du mois dédié à la vie de famille sur News FM et on propose depuis le printemps 2021 l'exposition multimédia La place des pères pour questionner la paternité, la maternité et la parité aujourd'hui. Petite dernière des projets Parents Live, on lance une série de conversations décalées avec des personnes engagées sur les questions de parentalité. Au détour de nos recherches sur la paternité et en s'intéressant aux youtubeurs, blogueurs, instagrammeurs et autres influenceurs en parentalité sur la toile, on était tombé l'an passé sur la chaîne YouTube Père Indigne et on s'était régalé des aventures de William et Laurent. On va avoir la chance de les rencontrer en vrai lors d'un événement sur la paternité organisé par la MJC des Abrets en Dauphiné en Isère. Ce sera le 27 novembre et on va y participer nous aussi avec l'exposition La place des pères. On avait donc un super prétexte pour solliciter une interview avec les pères indignes. Et c'est William qui s'est rendu disponible au milieu d'un été déjà bien chargé. Pendant 40 minutes, on a discuté du patriarcat, de stéréotypes et d'injonctions. On s'est demandé si l'éducation positive ça pouvait vraiment marcher et il m'a raconté comment il kiffait la paternité. On découvre un papa, indigne peut-être, mais surtout engagé pour faire bouger les préjugés sur les pères et prendre le chemin de la parité dans la parentalité. On vous souhaite une bonne écoute. William, vous êtes le père de 2 enfants de 6 ans et 8 ans et vous représentez 50% du duo Père Indigne qui s'est fait connaître en 2015 grâce à la création de vidéos sur la parentalité qui ont été diffusées sur YouTube. Pourquoi vous avez mis en scène vos questionnements de papa avec Laurent ? Alors, tout simplement parce qu'on est devenu papa, déjà. Moi en 2013 et puis 2015 et Laurent entre les deux. Donc, on avait très envie avec Laurent d'avoir un projet artistique en commun. On s'est connus sur les planches de l'improvisation théâtrale. Donc, on est devenus amis et quand on est devenus chacun de notre côté papa, on s'est aperçu que absolument 100% de nos conversations tournaient autour de la parentalité, de notre nouvelle parentalité. Et on s'est donc naturellement dit, voilà, ce projet artistique va tourner autour de la parentalité. Et on a cherché, du coup, sur les réseaux sociaux, ce qui existait. On avait très envie de faire des sketchs courts, voilà, sur YouTube, comme c'était un petit peu la mode à ce moment-là. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose sur la parole des papas, la place des papas, enfin voilà, la parentalité, mais avec le regard des papas. Il n'y avait pas grand-chose et quand il y avait des choses, c'était des choses où le papa était souvent réduit à un espèce de truc accessoire qui s'y prend forcément mal et qui, voilà, un tout petit peu caricatural. Et nous, on s'est dit qu'on avait envie de donner une belle image des papas qui s'investissent, absolument pas parfaits, voilà, avec tout ce qu'on sait de la différence entre les femmes et les hommes induit par le système de la société, etc. Donc ça, on en avait bien conscience, mais on se disait quand même, ça serait chouette que ce soit encourageant et enthousiasmant de donner une image des papas, voilà, qui font à leur façon, mais qui participent, qui s'investissent, qui prennent leur place. À la suite des vidéos, vous avez eu envie de monter un spectacle. Donc, Laurent, de son côté, s'est formé à la conférence gesticulée et a fait son spectacle qui s'appelle Papa n'aime pas courir avec les crabes. N'aime pas courir après les crabes. Ouais, après les crabes. Et puis, vous avez monté ensemble un spectacle. Ouais, Laurent s'est formé donc à l'exercice de la conférence gesticulée. Il a approfondi la thématique de
de la socialisation des genres, de la différence, d'où viennent ces différences entre hommes et femmes, parce que ça vient évidemment de l'éducation, ça vient de notre système patriarcal. On a l'habitude de ce mot maintenant, il est devenu assez connu, et donc ça c'est chouette parce que voilà, on commence à donner à voir les rouages de comment fonctionne notre société et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc là, il a fait ça de ce côté-là, ce qui a nourri le projet Pères Indignes, évidemment. Je me souviens même qu'on a réécrit un peu des sketchs de Pères Indignes parce qu'on faisait la mise en scène et l'adaptation de nos vidéos en un spectacle Pères Indignes. Et donc les deux projets se sont côtoyés, Laurent donc avec ce solo de conférence gesticulée, et puis la pièce qui reprend, la pièce Pères Indignes, pardon, qui reprend globalement pas mal de thèmes qu'on a pu évoquer, aborder avec les vidéos Pères Indignes, mais théâtralisé, voilà, mis en scène comme une histoire qui peut se lire d'un bout à l'autre pendant 1 heure. Et du coup, c'est un temps de divertissement, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir amener des discussions avec les spectateurs à la fin du spectacle. Donc, vous proposez souvent des bords de scène. Et moi, ma question, c'est, suite justement à cette approche de la paternité, de l'engagement paternel, c'est quoi les réactions qui t'interpellent le plus suite au spectacle, quand les spectateurs prennent la parole? J'ai 2 choses qui me viennent en tête, je dirais. On montre dans le spectacle 2 papas absolument pas parfaits. Voilà, on est parti de nous-mêmes, donc c'était facile de faire des choses imparfaites. Et donc on a souvent beaucoup de femmes, comme dans énormément d'événements parentalité. Mais là où on est content, c'est que voilà, il y a aussi des hommes, parce que c'est un spectacle, parce qu'on leur a promis que ça allait être drôle. Voilà, je pense que la glace se brise un peu et ils passent la porte de la MJC ou du centre social où on joue. Mais la première des réactions, c'est souvent que ces femmes nous disent c'est exactement ce que je vis à la maison, ce que je vis au quotidien. On a des réactions aussi où des femmes a posteriori ensuite nous envoient des petits messages en disant grâce à votre spectacle, je suis venue le voir avec mon compagnon, mon mari, voilà, et j'ai pu, en m'appuyant sur un des sketchs, ouvrir une discussion avec lui sur telle ou telle chose. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on a plein de papas qui viennent nous voir en nous disant c'est chouette ce que vous faites, ça fait réfléchir, c'est sympa. Et on a eu quand même quelquefois des papas, très peu, mais notamment sur le sketch qu'on a sur la charge mentale, vraiment ont une réaction hyper virulente, c'est un peu fort, mais en tout cas assez puissante, de dire non mais c'est pas possible, mais non, c'est pas ça les hommes, voilà. Bon, évidemment, les femmes confirmaient que c'était exactement ça, voilà, que 99% de la charge mentale était portée par les femmes dans un foyer, et que voilà, c'était vraiment ça, ça ressemblait à ça. Mais voilà, on a tout ce type de réaction. Donc nous, on est très heureux parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. On n'est absolument pas des sachants, on n'est pas mieux que les autres, mais on veut donner à voir ce déséquilibre qu'il y a souvent dans l'éducation des enfants entre les femmes et les hommes. On arrive souvent avec un côté être inconvaincu, il y a un côté qui peut être aussi soit déstabilisé, soit un peu se sentir agressé, quoi. Et du coup, c'est comment on arrive justement à faire dialoguer quand justement il y a des sujets qui vont vraiment piquer sur la question de la répartition des tâches, sur la charge mentale et sur une organisation un petit peu qui est pas si simple que ça à remettre en question. Tu parles d'un système qui nous pousse un peu dans des responsabilités, dans des rôles dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, mais qui nous incombe un peu comme ça. Et quand on commence à vouloir faire bouger les lignes, et puis il peut y avoir des réactions qui sont pas toujours simples à... C'est sûr. Après, nous, c'est vrai qu'on a toujours utilisé la carte de l'humour parce qu'on considère que même pour des sujets un peu lourds, c'est toujours quelque chose qui facilite le dialogue, l'écoute, l'ouverture d'esprit. Et puis vraiment, nous, on a un positionnement, et on le voit quand on regarde le spectacle, où on n'est pas du tout donneur de leçons, moralisateur ou quoi que ce soit. On montre aussi toutes les failles qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a très envie, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on vit dans nos quotidiens perso chacun, c'est que on a très envie, on a envie de s'impliquer, on a envie de faire, on a envie de partager, mais il y a un moment donné où ça marche pas toujours, et donc ça on le montre dans le spectacle, et que c'est pas très grave, il suffit d'en discuter, il suffit de continuer à rééquilibrer et continuer à en discuter, à garder le dialogue, mais voilà, comme on se positionne aussi, comme on montre toutes nos failles et
voilà, nos inexactitudes, bon, bah voilà, je pense que ça passe et que y a une forme de tendresse quoi, qui se dégage de ce spectacle. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on l'a écrit. Moi, j'avais envie d'aller te chercher justement du côté de, du côté de la vraie vie, parce qu'il Oui. y a les vidéos et puis il y a la vraie vie. Et c'est toujours intéressant de pouvoir interroger les personnes qui justement mettent en scène des choses Mmh. et Mmh. voir un peu s'il y a aussi un écart sur ce qui se passe aussi pour eux dans leur expérience perso. Donc, moi, ma première question, c'était dans les vidéos, vous êtes hyper présent pour épauler Laurent. On a presque l'impression que vous habitez ensemble. Est-ce que dans la vraie vie, tes potes, tes copains, ils viennent aussi vers toi pour te demander des conseils? Est-ce que vous discutez de paternité? On va pas dire jusqu'à, voilà, j'ai pas ouvert un bureau de conseils en parentalité dans ma cuisine. Ça non, mais par contre, c'est vrai qu'on est un petit groupe d'amis. Je vais me dire un peu moins maintenant parce que voilà, on est aussi dans nos habitudes, on a pris nos marques, etc. Mais c'est vrai qu'au tout début, on est 3-4 copains là, à être devenu papa à un an et demi près. Mais je n'étais pas, moi, je prodiguais pas forcément que moi des conseils. J'en prenais aussi plein en disant, mais moi là, j'y arrive pas, comment tu fais ça, là, je suis dépassé, je suis débordé. En tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup occupé nos conversations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque étape, je sais pas, peut-être l'entrée à l'école, par exemple, enfin le premier départ en colonie des enfants, enfin voilà, des choses un peu marquantes. Comme nos enfants ont tous à peu près le même âge, c'est des choses qu'on vit ensemble et on continue beaucoup d'échanger là-dessus. Mais c'est un échange, voilà. Je suis surtout pas parfait, mais c'est vrai que j'ai cette étiquette dans le groupe d'amis et surtout dans Pères Indignes d'être celui qui a lu tous les bouquins sur la parentalité. Et c'est vrai, je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu, je sais pas, 15-20 pendant que ma femme était enceinte. Voilà, donc j'ai gardé ce côté dans Pères Indignes où je suis Monsieur Tuto, quoi. J'ai toujours une solution à tout. Ça ne marche jamais comme c'est marqué dans le livre, mais ça, tout le monde le sait, tous les parents le savent. Voilà, mais j'ai gardé cette étiquette-là. Mais c'est plus un échange que moi qui donne des conseils. L'idée, c'est de se dire que justement, au moment de la petite enfance, quand on devient parent, on peut aussi, avec des parents qui vivent la même chose, du coup, faire des groupes d'échanges mutuels, d'entraide mutuelle. Et on a l'impression que ça se fait assez facilement entre mamans, mais que Ouais. peut-être pour les papas, c'est un peu plus rare. Oui, parce qu'encore une fois, nous, on considère vraiment que tout ça est lié. Ce qu'on disait du patriarcat, etc., pour les hommes, c'est compliqué, même si c'est quelque chose sur lequel il faut évoluer, mais c'est compliqué de dire, je sais pas faire. Voilà, on est censé tout savoir, on est censé. Enfin, il y a cette espèce d'injonction. Comme ça, et c'est dommage parce que au même titre que nos femmes vont découvrir aussi comment être une mère et que ça n'est absolument pas inné malgré ce qu'on peut leur faire penser et la pression qu'on peut leur mettre, mais c'est inné pour personne. En fait, on va avoir des grandes projections, on va beaucoup en parler, on va beaucoup s'imaginer et puis après l'enfant sera là et bon, voilà, ça peut tout chambouler aussi. En fonction de la personnalité de notre enfant, ça peut tout chambouler. Et ce qui est génial, c'est que on peut avoir un premier enfant, et trouver des recettes et vouloir l'appliquer avec le second ou le troisième. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et là, j'en veux pour preuve ma propre famille où voilà, il a fallu tout réinventer pour le deuxième. C'est vraiment chouette quoi, d'arriver à en discuter, mais entre hommes et femmes autant qu'entre hommes. Il faut absolument que les papas, et nous, c'est la base, l'envie de ce projet, c'est de se dire, il faut que les papas s'investissent, mais s'investissent pas au sens, faut faire quelque chose, mais s'investissent au sens, parlons-en, prenons notre place, discutons, et puis disons qu'on sait pas faire, voilà, tout simplement, ou que ça, on n'a pas envie de le faire, ou que ça, on comprend pas comment ça marche, mais il suffit d'en discuter. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait faire ça, et la parentalité, d'un coup, comme c'est assez estampillé féminin, voilà, soit les papas n'y vont pas, soit n'osent pas dire, soit voilà. Bon, c'est en train de changer, hein. On est très optimiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est un mouvement de fond, donc c'est forcément un peu long.
Moi, je trouve que dans les vidéos, vous en sortez pas mal quand même avec Laurent. Dans la vraie vie, vous trouvez toujours la solution adéquate. Absolument pas, sinon je pense que je serais milliardaire, j'aurais ouvert un cabinet de consulting. On a nos échecs, mais comme tous les parents. Et c'est vrai que moi, ça peut m'arriver vraiment des fois de réouvrir des bouquins en me disant, je pense à Frères et Sœurs épanouis, par exemple, à des bouquins, ou relire des bouquins que j'avais adorés, comme Éduquer sans punir, là, de Thomas Gordon, des choses comme ça, où des fois, la cocotte minute monte en pression, comme chez tout le monde, et on se dit, mais c'est pas possible, je m'étais promis de pas crier, comment je fais pour, quand je suis fatigué, quand je rentre de 10 heures de travail, quand mon enfant lui-même est fatigué, qu'il est resté assis sur une chaise toute la journée, comment on fait pour retrouver des espaces. Donc non, ça marche pas aussi bien que dans les vidéos, ça se saurait. Mais voilà, des fois, ça nous arrive aussi, par contre, de passer le relais, de poser des questions à des professionnels, à d'autres amis, simplement d'échanger, d'en discuter pour toujours se remettre à réfléchir en fait sur nos pratiques, à réfléchir sur nos pratiques pour essayer de recalibrer les choses et puis de rediscuter aussi, de co-construire avec nos enfants, de faire avec leur personnalité, de faire avec qui ils sont pour que ça marche bien. Mais non, j'ai pas la baguette magique, je suis désolé. Dans les vidéos, vous êtes souvent sur Internet pour trouver des réponses. Dans la vraie vie, tu en as pas parlé, tu as parlé des livres, tu as parlé d'échanges avec les copains, mais c'est où que tu trouves les bonnes infos, les bons plans? Comment tu t'informes, tu te renseignes, tu te fais conseiller? Oui, c'est vrai. C'est ça. Il y a les bouquins, il y a les échanges avec les copains, les échanges d'expériences qui sont, je trouve, extrêmement précieux parce que là, pour le coup, on n'est pas du tout sur des choses théoriques, on est sur du vécu, donc c'est chouette. Internet, ça marche aussi, pas forcément que pour les choses d'ailleurs médicales ou quoi, parce que je sais pas, sur les insomnies, sur les terreurs nocturnes, il y a plein de blogs qui sont faits et qui sont super bien faits. Il y a des forums aussi. Et puis, moi, j'ai aucun souci avec l'idée aussi des fois d'aller voir, je sais pas, un pédopsychologue, enfin quelqu'un qui va aussi permettre de prendre du recul sur la situation et puis redonner à voir tout le positif qu'il y a, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que des fois on s'enferme dans une situation où on voit plus que le truc tout en noir, ça marche pas, on a l'impression d'avoir tout essayé. Et puis des fois, il y a quelqu'un d'extérieur, alors ça peut être un ami, un parent, voilà, mais un professionnel, des fois, ça a quand même beaucoup de valeur, que ce soit travailleur social, pédopsychologue, enfin, il y a plein d'interlocuteurs possibles, mais qui permettent juste de dire, en fait, regardez, il est juste en train de se passer ça, et si vous recalibrez juste ce petit truc-là, ça va fonctionner. Et donc, je crois qu'il faut, enfin, moi là-dessus, je suis très à l'aise, mais je sais que c'est quelque chose de parfois encore un peu tabou de s'adresser à des professionnels, voilà, pour dire, j'arrive pas à être le parent que j'aimerais être, enfin, en tout cas, sur ce problème-là, j'ai pas la relation que j'aimerais avoir avec mon enfant. Comment je peux faire? Et je crois que là-dessus, c'est hyper important de se dire que c'est OK. C'est un vrai boulot, hein, d'être parent. Donc, on est allé à l'école, on a fait des études pour apprendre nos jobs respectifs. Et pour celui de parent, c'est OK, en fait, d'aller chercher des infos auprès de gens qui sont diplômés ou qui ont d'expérience, tout simplement. Dans les vidéos, vous parlez beaucoup d'éducation positive. Ça a l'air évident comme ça, l'éducation positive. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça donne alors déjà, pour moi, c'est des grands principes auxquels on adhère ou on n'adhère pas, mais par exemple, la non-violence pour moi est au cœur de notre éducation. Donc là, il y a la violence physique qui est bannie, mais la violence, elle peut commencer aussi très tôt, avec je sais pas, le dépêche-toi du matin, par exemple, que là aussi on essaye de bannir, mais qui est beaucoup plus compliqué à bannir que la fessée ou la claque, où là il suffit de se dire la règle c'est il y a pas ça et donc il y a pas, mais pris dans le quotidien, allez dépêche-toi, la brosse à dents, les chaussures, le machin, bon, et ça pour nous je dis nous dans notre famille c'est déjà une forme de violence, mais elle est pas au quotidien évidente à éviter. C'est des grands principes comme ça, des grandes règles, et avec de temps en temps sur certaines choses, le fait de se dire que des fois c'est pas si grave, quoi. Je pense à autre chose, c'est par exemple sur le temps d'écran, sur tout ça. Nous, on essaye par exemple d'avoir une forme d'hygiène là-dessus pour pas mettre trop nos enfants devant les écrans. Et puis, quand ça arrive et que vraiment l'écran devient un babysitter, parce que là, à ce moment-là, on ne trouve pas d'autre solution, que c'est pas très grave et que on rééquilibre, on remet à chaque fois les choses à leur place.
faut faire attention, je trouve, avec l'éducation positive, dont j'adore le concept et les principes. Mais ça peut aussi venir mettre des fois une pression supplémentaire, parce que sinon on peut vite tomber sur. Moi j'ai eu ça en tout début, je suivais le manuel, quoi. Je suivais le tuto pour être un super papa positif, bienveillant, et on n'y arrive pas. C'est-à-dire que en tout cas moi je pense que le 100% tout va bien, il n'y a pas une seule vague, il n'y a pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Et puis ça a une autre tendance dont je m'aperçois de plus en plus, c'est que on a peut-être aussi envie d'aller gommer un peu les émotions. C'est-à-dire que quand c'est le travers aussi, la pente sur laquelle on peut aller, c'est de plus du tout communiquer sur ses émotions. C'est-à-dire que il faut pas imaginer que l'éducation positive, ça n'est qu'un truc hyper monotone et harmonieux et où jamais il y a un cri et une vague. Voilà, les enfants ont le droit d'avoir des émotions et il faut les accueillir et c'est pas la peine de les étouffer en disant mais non, mais tout va bien se passer. Non, là l'enfant il est en colère, il est fatigué, il est triste. Donc ça, il faut accepter ça. Et le parent peut l'être aussi. Voilà, avec la limite vraiment pour moi de la violence physique qui est pour moi une ligne rouge infranchissable. Mais là encore, chacun s'adapte avec sa réalité et avec qui il est. Pour répondre à ta question, c'est à peu près ça mon adaptation entre en théorie. D'ailleurs, on dit toujours qu'un jour il faudrait qu'on aille vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Et puis le quotidien. Ouais, je te rejoins sur le côté pression, l'hyperparentalité, quoi. On est trop pressurisé pour encore se mettre un challenge dans sa vie familiale, quoi. Vie familiale qui est déjà un challenge en soi. Enfin, je veux dire, arriver à cumuler un job, une vie de couple, Une quoi? Excuse-moi? Ce truc qui disparaît là quand l'enfant naît, qui revient 8 ans plus tard. Non, voilà, c'est ça. Il faut arriver déjà à faire tout ça. Et alors, si en plus on se met la pression, l'exigence de la perfection, non, pas possible. Parce qu'il faut que ce soit cool, quoi, la parentalité. Il faut que ce soit un truc sympa à faire. Si c'est 18 ans, je dis 18 ans, mais voilà, 20 ans ou 25 ans de galère, non, c'est pas possible. Faut que ce soit sympa à vivre. Mes enfants commencent un peu à grandir, ils ont 6 et 8 ans et des fois, j'ai piqué une colère pour un truc, un machin, ça arrive. J'en rediscute avec eux et je désamorce ça en disant, j'aime pas ça, là, je me suis mis en colère parce qu'il y a eu ça, je suis désolé aussi, c'est apprendre à dire comme on le ferait avec un adulte, en fait. C'est là aussi où j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je trouve qu'un des grands principes de l'éducation positive, c'est ça, c'est aussi de mettre l'enfant, de ne jamais faire à son enfant ce qu'on ne se permettrait pas de faire à un adulte. Je trouve que pour moi, je trouve que c'est une règle qui marche bien, qui s'applique quasiment tout le temps, et donc c'est chouette. Et du coup, de dire à ses enfants, là, je suis désolé. J'ai failli, on va dire, au modèle que j'essaye de vous donner de parents, du type d'éducation que j'essaye de vous donner. Et ça, je trouve que oui, sur la pression dont tu parles, c'est chouette aussi parce que sinon, je me dis peut-être qu'on va faire des enfants qui seront des futurs parents hyper stressés parce qu'élevés dans un cadre où il ne faut pas que ça crie, il ne faut pas que ça scie, il ne faut pas qu'il y ait d'émotions, il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà. Donc, c'est aussi chouette de pouvoir leur dire, t'as vu là, j'ai pas réussi, c'était pas parfait, je ne suis pas parfait, je m'y efforce, mais j'ai aussi des failles et donc du coup c'est ok si t'en as. Voilà. C'est ok si toi des fois tu pètes un câble en rentrant de l'école parce que ta journée était pourrie et voilà. Bon, c'est bien si tu pètes ton câble dans ta chambre et puis après on en discute, mais pas tous les jours et pas trop longtemps non plus. Pas tous les jours, pas trop longtemps, pas sur le même sujet chaque jour. Voilà, essaye de varier les plaisirs, mais voilà. Non, mais je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire ça avec ses enfants. Et on parlait de la vie de couple. Dans la vraie vie, toi, t'échanges beaucoup, enfin, dans les vidéos plutôt, t'échanges beaucoup avec Laurent. Et dans la vraie vie, j'imagine que t'as aussi beaucoup d'échanges avec ta compagne. Oui. Comment ça se passe, la coparentalité, dans le sens de l'équipe parentale? J'ai beaucoup de chance parce que voilà, j'ai une compagne avec laquelle c'est toujours possible de discuter, toujours possible d'ajuster, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, de se faire des retours, et ça c'est hyper précieux parce que encore une fois, nous ne sommes pas parfaits, ni elle ni moi. Elle un peu plus que moi, elle est quand même beaucoup plus parfaite que moi, mais mais voilà, de pouvoir, c'est encore une fois, c'est toujours un dialogue du quotidien parce qu'il y a tout ce qu'on a prévu, il y a tout ce qu'on a imaginé, et puis il y a le jour où ce truc-là se passe, c'était pas prévu, tel ou tel événement dans la vie de nos enfants, dans notre vie à nous,
Et il faut toujours être en capacité de rééchanger pour dire à l'autre, ben, écoute, bah, déjà là, je vais prendre le relais. A priori, tu es trop fatigué. Ça, c'est primordial dans l'équipe. Et puis de se faire des retours, voilà, le soir quand les enfants sont couchés. Voilà, de se faire des retours sur les journées, voilà, on passe pas notre vie à faire ça, mais c'est là où c'est vrai qu'on se dit toujours la vie de couple. Bon, elle se met dans les interstices parce que en fait, le quotidien de parents est quand même souvent jalonné, ponctué de discussions autour de nos enfants. On en rigole beaucoup avec ma femme, c'est-à-dire que quand on fait garder les enfants, on se l'autorise et qu'on va au resto, 95% de la conversation porte sur nos enfants et sur tel ou tel truc. Ah, et ça, il faut y penser. Et ah, ça, tiens, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Donc, on le sait, quoi. C'est quand on devient parent, c'est bon, bah voilà, ça va occuper pleinement nos vies et tant mieux parce que c'était le projet. On n'avait pas forcément mesuré à quel point, mais mais voilà, je trouve que c'est chouette de conserver du dialogue. C'est une porte ouverte hein, que j'enfonce, mais nous on le voit hein, vraiment de manière très, je peux le dire quoi, très perso. C'est dès que le dialogue est moins là, parce que moi voilà avec mon travail de comédien. Il m'arrive de partir longuement en tournée, d'être beaucoup plus absent à la maison. Du coup, on tombe vraiment quasiment sur le schéma d'une famille monoparentale, vraiment. Et là, s'il y a moins de dialogue, il y a moins d'échanges, ben, c'est là qu'il y a des crispations qui arrivent, qui reviennent. Donc, il faut tout de suite revenir, reprendre sa place. Et voilà. Mais tout ça nécessite beaucoup d'huile dans les rouages. Et l'huile dans les rouages, c'est la discussion et aussi la bienveillance avec l'autre, quoi. Voilà. Dans les vidéos, vous ne travaillez pas, vous êtes disponible. Dans la vraie vie, vous avez un travail. Comment ça se concilie, votre vie professionnelle et vos vies familiales? Ouais, bah, j'ai envie de dire comme chez tout le monde, avec la petite particularité que oui, moi j'alterne les périodes où je vais être très présent, parce que avec un peu moins de travail, et des périodes où je suis complètement absent parce qu'il y a un spectacle qui est en train de tourner. Donc ça, c'est chaque famille en fait va s'adapter. Mais ce qui est rigolo, c'est que on est ma femme et moi issus de familles avec papa, maman, avec on va dire presque des jobs de bureau, enfin en tout cas un espèce de truc 9h 18h voilà. Et ça a été très perturbant au début quand moi j'ai voilà démarré mon travail de comédien, de me dire ouh là là, mais en fait ça ne correspond pas du tout au modèle, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où je ne suis il y a plusieurs soirs dans la semaine où je peux ne pas être là pour coucher mes enfants, et j'avais l'impression d'être un mauvais père, du coup, d'être complètement absent. Et il a fallu vraiment du temps, et là encore, le regard très bienveillant de ma femme pour me dire, ben, en fait, notre famille, c'est comme ça. Et donc, l'équilibre professionnel-personnel, chez nous, il se construit comme ça, avec une maman qui va, c'est vrai, assurer beaucoup le quotidien sur le repas, sur la gestion du quotidien, les couchers, les douches, et que sais-je encore. Et un papa qui va être là de manière plus épisodique, mais qui, par contre, quand il est là, va essayer voilà, de tout reprendre autant que faire se peut, parce que les habitudes sont prises. Ça aussi, c'est assez rigolo, mais les habitudes sont prises, et la maman, elle a pris l'habitude, et là, il faut reprendre sa place. Et ne pas se faire de reproches par rapport à ça, parce que c'est normal en fait qu'elle ait pris toute la place et que moi j'en ai moins, puisque je suis partie, donc c'est logique. Notre famille en tout cas c'est comme ça, on a trouvé notre équilibre, mais ça a été un peu plus ça a vraiment été un point d'interrogation à un moment donné où je me suis dit mais mince, en fait je ne serai jamais à mon papa en étant comédien. Bon, voilà. Mais en fait il y a plein de boulot, je suis sûr que ceux qui nous regarderont et nous écouteront comprendront ça. Il y a plein de boulots où on fait pas 9h 18h, et on trouve quand même des endroits pour s'adapter, et on peut quand même être un super papa, une super maman impliquée, investie, et qui fait bien le job, quoi. On est en plein mois de juillet, on est censé être en vacances, on voit tous les deux, on voit que le concept de vacances n'est pas le même pour tout le monde. En tout cas, ça l'est pour nos enfants. Moi, tu associes les vacances à quoi? Et puis, en réalité, avec quoi tu dois composer sur ces grandes vacances en étant parent? Alors moi, vraiment, les vacances de rêve, c'est la déconnexion.
le travail de comédien, mais aussi de gérer Happy, la compagnie qui porte le projet Pères Indignes. Je suis sollicité en fait en permanence du lundi au dimanche et ça me va très bien et j'adore ce que je fais. Donc c'est vraiment la déconnexion et être absorbé totalement par les désirs, les envies de mes enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que comme je sais pas, c'est image de carte postale, mais c'est vrai que le petit jeu de société à quatre, on en rêve toute l'année. Et puis, il se fait pas souvent, il se fait à deux, il se fait à trois, mais se retrouver autour de ça, manger aussi tous ensemble. Enfin, c'est très bête, mais c'est vrai qu'on a une organisation familiale qui fait que ces moments-là sont pas si récurrents, font pas forcément partie du quotidien. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça. L'idéal des vacances, c'est se retrouver à quatre et puis vraiment fermer les écoutilles autour et profiter des enfants. Après, avec quoi il faut composer, je sais pas, j'ai envie de dire que on a pas mal de chance parce que les vacances se passent toujours bien. Il y a pas forcément quelque chose qui vient casser cette image-là, à part évidemment des petites urgences professionnelles, parce que la déconnexion, elle est quand même jamais totale. Ça dépend des boulots, mais des fois on peut pas toujours le faire. Et puis le quotidien de nos enfants qui grandissent, un frère et une sœur qui continuent à se chamailler, et qui n'arrêtent pas pour autant les chamailleries de frères et sœurs. Voilà, mais ça se passe plutôt bien quand même. Pas trop à me plaindre. Ouais, en tout cas, c'est un moment que vous attendez et qui est précieux, quoi. C'est hyper précieux. Ouais, c'est hyper précieux. Et je sais là aussi, quand on développe, comme je l'ai fait moi, une activité professionnelle de A à Z, comme tout autant, enfin, entrepreneur, tout le monde sait ça. Quand on commence à monter sa propre entreprise, c'est extrêmement chronophage. Et donc, maintenant, voilà, on se tient à bloquer des créneaux, aussi courts soient-ils, même de 2 jours dans l'agenda, mais où on fait des pauses à 4. Parce que sinon, on a vu vraiment que la famille vacille dangereusement. C'est-à-dire que même les enfants, il manque un parent, donc c'est compliqué. Le couple, c'est compliqué. Voilà, donc il faut faire des bulles régulières pour arriver à se recentrer à 4, quoi. On va passer plus sur le volet de ta paternité. C'est quoi ton plus grand challenge actuellement en tant que papa, tu dirais? Ouais, pour moi, c'est vraiment cet équilibre que j'évoquais entre professionnel et personnel. Là, c'est vraiment où en plus, moi, j'ai quand même la chance de faire un métier qui est toute ma passion, enfin, que j'ai toujours eu envie de faire. Donc, c'est une chance incroyable et en même temps, avoir des enfants, ça a été très vite un souhait, un rêve, alors que j'étais même encore fin d'adolescence. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé très très tôt. Et donc, c'est deux choses, j'ai envie de ménager les deux et en même temps, il faut toujours faire des concessions sur l'un ou sur l'autre. Donc, le gros challenge, il est là pour moi. Et évidemment, dans un second temps, c'est aussi avant d'être des parents, on était un couple et c'est essayer de conserver ça, puisque un jour, même si on est parents pour toute la vie, mais il y a un jour où le quotidien va revenir sur une vie de couple et de l'expérience d'amis. On est presque les larmes aux yeux quand tu me dis ça. Mais de l'expérience, voilà, de partager par des amis un peu plus âgés, il y a ce moment où quand les enfants partent aux études et où on reste des parents, on reste évidemment en vigilance et en inquiétude et voilà, mais on a un quotidien qui ne se fait plus qu'à deux et je crois qu'il faut continuer aussi à l'entretenir, quoi, à en prendre soin, parce que c'est aussi une belle richesse si on éduque des enfants. Là, en tout cas, dans notre type de famille, c'est à deux, et du coup, c'est chouette si après l'éducation des enfants, il reste le couple. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, comme chacun sait. Mais voilà, donc c'est vraiment ça les challenges, je dirais. Je rajoute, je pense à ça, mais ils sont encore jeunes, mais je me suis occupé d'adolescents, moi, de manière professionnelle. J'ai été directeur d'accueil collectif de mineurs, de colonies de vacances pendant des années. Et donc, je connais très bien le public adolescent. Et le challenge qui
je sens poindre dans 2 ans maintenant, mais je m'y prépare. On s'y prépare. C'est le passage de l'adolescence où je pense que, voilà, avec toutes les technologies numériques, les écrans, les réseaux sociaux, je crois qu'il y a un véritable enjeu de société. D'ailleurs, chez Happy, on a développé une conférence sur les enjeux du numérique. Quand on est parent, comment on gère les écrans quand notre enfant a 0, 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, le premier smartphone, et puis après tous ces réseaux, tout cet Internet. Voilà. Donc ça, c'est pas tout de suite, mais je le vois poindre à l'horizon, cet enjeu-là. Si tu avais un joker dans ta paternité, qu'est-ce que tu éviterais ou qu'est-ce que tu aurais évité? Quelque chose que j'aurais que j'aurais pas eu envie de faire. Ouais, si tu avais un joker, quand tu dis ça, si j'avais pu éviter, franchement, voilà quoi. Eh ben, c'est une excellente question. Je sais pas, c'est une question que je me pose souvent, notamment pour la petite histoire, on s'est longtemps posé une question de est-ce qu'on refait un troisième enfant ou pas, et la réponse est dit non, mais la réponse était plutôt une histoire de timing que des fois j'entends des copains qui me disent non mais moi remettre les couches tout ça là j'ai pas envie, ça m'a pas plu ce moment-là, et en fait je crois que moi j'ai savouré vraiment chaque moment de la parentalité. J'ai adoré mes enfants tout bébé, j'ai aimé les voir grandir. Je pense que j'aimerais vraiment, même si j'en parle comme en rigolant comme d'un challenge de l'adolescence, mais je pense que je crois que je prends les choses comme elles viennent, et que non, je vois pas quelque chose que je pourrais enlever. Je vois pas pour l'instant, ou alors ça n'est pas encore arrivé. Oui, bah, il y a le truc chez nous qui a été très très compliqué, c'était l'entrée à l'école. Voilà. Et donc peut-être parce que est venu se confronter tout un tas de choses mises en place au sein de la famille, et puis à un moment donné la confrontation avec la collectivité, la sociabilisation. Et moi, j'ai trouvé ça un peu violent, pas forcément pour moi, mais pour mes enfants. J'ai trouvé que c'était assez violent, et que c'est un tout petit peu à côté de ta question sur le joker parentalité, mais ou alors se dire peut-être les préparer davantage à ce passage de cocooning chez nounou, cocooning chez papa-maman, et d'un coup, le grand bain avec tout un tas de règles, de choses à adapter dans son comportement, qui est nécessaire, hein. C'est essentiel de se sociabiliser, évidemment, mais moi, j'ai trouvé que c'était le passage de 0 à 100, il s'est fait un peu fort. Toi, tu disais du coup que tu avais adoré la petite enfance et que tu avais savouré un peu tous ces moments avec tes bébés et avec tes petits. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu pourrais revivre à l'infini? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a tellement, mais ça, tous les parents le savent, il y a tellement de moments que des fois que tu vis des instantanés où tu dis mon Dieu, mais il faudrait mettre ça dans une capsule temporelle que je pourrais réactiver tout le temps. Si je me réfère à la chose qui m'a sans doute le plus ému, c'est l'arrivée de mes enfants. Et c'est très idiot, évidemment, comme réponse, mais enfin, très idiot, peut-être très attendu, mais c'est là encore où on se prépare pendant des années, puis surtout dans le dernier sprint final des 9 mois. Et l'émotion, chez moi, elle a été, chez nous, avec mon épouse, elle nous a submergés, quoi. C'est un truc... il n'y a pas de mots, il y a pas de... Voilà, pour l'anecdote, je me souviendrai, mon fils, j'étais un tout petit peu plus cadré parce que c'est le deuxième, mais ma fille, on me l'a mise dans les bras, on m'a dit d'aller chercher la valise, tout ça, pour s'installer, quoi, à la maternité. Et 45 minutes plus tard, j'avais complètement bugué, j'étais toujours fixé dans les yeux de ma fille, et on m'a tapoté sur l'épaule en disant, il faut vraiment y aller, là. Enfin, faut libérer la salle, monsieur. Voilà, donc pour moi, c'est un moment, cette rencontre avec cet enfant qu'on a vu par échographie toute moche en noir et blanc. C'est le toucher, tout ça, c'est un moment hyper sensible. Celui-là, je pourrais le revivre à l'infini. Voilà. On s'imagine dans plusieurs années, qu'est-ce que tu aimerais bien que tes enfants te disent quand ils seront eux-mêmes parents à leur tour? J'aimerais bien que ce soit facile pour eux de discuter de parentalité avec nous. C'est-à-dire que tout ce que je disais tout à l'heure sur
l'habitude qu'on leur donne de leur dire, vous savez, on n'est pas parfait, on fait de notre mieux, et puis on peut en parler. Et d'ailleurs, je pense que plus ils vont grandir, plus ce dialogue va s'instaurer entre, voilà, de quoi toi tu as envie, de quoi moi j'ai besoin en tant que parent, j'ai besoin de ta sécurité, j'ai besoin de savoir où tu es, etc. Je pense que ce dialogue, j'espère vraiment qu'on continuera à le tisser, à ce lien de confiance, à ne jamais le briser. Et que voilà, si ils deviennent parents d'ailleurs, parce que c'est pareil, on leur dit, parce que souvent la phrase des enfants c'est quand je serai papa, quand je serai maman, et nous on leur dit souvent, mais en fait on n'est pas obligé aussi. Tu peux enlever cette injonction de toi, tu le feras si tu as envie ou pas. Et en tout cas, s'ils deviennent parents, que ce soit simple de revenir vers nous et de nous dire, là j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de discuter. Je pense que ce serait pas forcément besoin de preuves qu'on a bien fait, mais j'attends pas de merci non plus, parce que voilà. Mais si on a gardé ce lien de confiance, je me dis qu'on aura quelque chose de précieux. Voilà. On va finir avec la question qui tue, c'est quoi un père indigne ? C'est quoi un père indigne ? C'est justement, nous, pourquoi on s'est appelé père indigne, c'était parce qu'on voulait sortir du cliché. Donc on n'est pas digne du cliché qu'on colle souvent sur les papas complètement incompétents et absents. Donc un père indigne, pour moi, c'est ça, c'est un père qui fait comme il a envie de faire, quoi, qui y va, qui participe, qui s'investit, et c'est pas le papa cliché, voilà, qui met les couches à l'envers et qui, je sais pas, qui donne le yaourt avant les brocolis. De toute façon, les enfants s'en chargent et finissent toujours par mélanger les yaourts et les brocolis. Exactement. On n'a pas du tout besoin de la faire à leur place. Moi, j'aime bien cette conclusion. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours un môme pour mélanger le yaourt et les brocolis à notre place et mettre les pieds dans le plat de nos certitudes. C'est souvent un peu vexant, voire déstabilisant, toujours très fatigant. Mais si ça peut vous rassurer, on est un sacré paquet à vivre les choses comme ça. Retrouvez toute l'actualité des Pères Indignes ainsi que les dates de leur prochain spectacle sur Facebook et sur le site Happy la compagnie, PI comme Père Indigne. Les livres cités par William ainsi que des liens vers des informations sur l'éducation positive et les violences éducatives ordinaires seront également disponibles dans le descriptif du podcast. Pour partager vous aussi votre expérience de parent, contactez-nous à parentslive.fr@gmail.com. Retrouvez les lives radio, l'exposition La Place des Pères et l'ensemble des vidéos, podcasts et photos réalisées dans le cadre du projet sur parentslive.fr. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram où vous pourrez découvrir dès le mois d'août des nouveautés. Écoutez tous nos podcasts sur Spotify, Deezer et Google Podcasts et n'hésitez pas à les partager. On souhaite à William et à sa famille des vacances amplement méritées et on attend la photo de tous les 4 autour d'un Pictionary avec en fond le soleil couchant et une bouteille de rosé frais. Juste avant qu'un verre soit renversé pour la 3e fois et qu'un enfant accuse l'autre de tricher. On vous embrasse très fort, passez un bel été, à très bientôt pour d'autres conversations Parents Live.